Bienvenue si vous nous rejoignez. Le Paris-Saclay Summit continue sans dévier de son orbite. Alors l'usage omniprésent de l'électricité, la transmission d'informations par des ondes électromagnétiques, la multiplication des satellites, l'explosion du transport aérien et la banalisation des vols spatiaux habités ont multiplié les canaux par lesquels l'activité solaire, surtout si elle est particulièrement intense, peut faire sentir ses effets sur l'activité humaine. Alors, est-il possible de déployer des capacités de prévision de cette activité solaire? Je vous propose qu'on le découvre tout de suite avec Sébastien Bourdary, qui est chercheur au département d'environnement spatial de l'ONERA, pour un échange modéré par Caroline Tourbe, journaliste au Point, et sous vos applaudissements. Alors Sébastien Bourdary, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup d'être avec nous. Donc, pour nous parler en effet de ce sujet qui est stratégique, qui est celui du lien entre l'activité de notre étoile, le Soleil, et nos infrastructures sur Terre comme dans l'espace. Ma première question, c'est simple, c'est en quelques mots, en quoi est-ce qu'on peut résumer l'activité solaire? En quoi est-ce que ça consiste, l'activité solaire? Alors, le Soleil, quand on le regarde à première vue, il a l'air tout calme, etc. Il faut savoir que c'est une étoile qui est très dynamique. Et à certains moments de sa vie, voire assez régulièrement, il y a des éruptions solaires. Donc on a des structures qui vont s'échapper du Soleil, qui ne sont pas dans le domaine visible, hein, on peut le voir avec des instruments scientifiques. Ces structures vont se propager dans le milieu interplanétaire, et un certain nombre de ces structures vont arriver au niveau de l'orbite terrestre. Elles vont venir perturber le champ magnétique de la Terre, et cette perturbation, on va appeler ça un orage magnétique. Donc vous commencez à voir vraiment un parallèle entre la météo atmosphérique et la météorologie spatiale. Et donc cette thématique de météorologie spatiale, c'est étudier l'impact de ces structures solaires sur notre champ magnétique, et ces perturbations vont venir engendrer parfois des anomalies sur satellites, des anomalies sur les transmissions, entre tout ce qui est... Ça peut être des transmissions sol-sol, hein, qui viennent rebondir sur une structure qui s'appelle l'ionosphère. Et donc cette activité solaire va nous intéresser de plus en plus parce que, comme il a été dit, les systèmes spatiaux sont de plus en plus déployés, on a de grandes constellations. Notre activité humaine repose beaucoup sur les systèmes spatiaux, de plus en plus, surveillance de la Terre, communication, et j'en passe. Et donc, on va être dépendant de cette activité solaire. Voilà. Alors, en quoi consiste votre travail à l'ONERA? Vous surveillez plus particulièrement l'impact de cette activité sur les satellites. Voilà, alors, tout à fait. Alors, moi, ça fait 30 ans que je suis dans ce domaine. Et donc, une partie de l'environnement spatial qui m'intéresse particulièrement, ce sont des radiations. Donc, on a des radiations tout autour de la Terre. On appelle ça les ceintures de Van Allen ou ceintures de radiation. Et ces ceintures de radiation vont être très dynamiques et fortement soumises à cette activité solaire. Donc, nous, on étudie la dynamique de ces ceintures de radiation pour en mesurer l'impact sur les satellites. Voilà. Alors on intervient à deux niveaux. On intervient en amont d'un satellite pour tout ce qui est phase de design. On veut essayer de faire des satellites résilients face à cette problématique météorologie spatiale. Et puis une fois que le satellite est en vol, il faut en comprendre son fonctionnement. On peut avoir des anomalies en vol. Il faut les analyser, les comprendre pour avoir un retour d'expérience pour les prochaines générations de satellites. Et donc quels sont vos outils pour observer cette activité solaire? Alors, on est assez chanceux. Il faut voir que c'est une science assez jeune. Hein. La physique solaire, c'est une science qui a moins de 30 ans. Et maintenant, on dispose d'observatoires au point de Lagrange L1 qui observent le Soleil en permanence. Donc on dispose d'imagerie solaire où on va pouvoir voir ces structures s'échapper du Soleil et essayer d'anticiper si on va se propager vers la Terre. Donc on a des premiers indicateurs qu'il va se passer quelque chose. Et après nous, en environnement terrestre, on a des moniteurs de radiation sur des satellites qui vont mesurer les conséquences de cet impact solaire. Voilà. Et puis après, on monitore l'activité d'un satellite et voir les anomalies qu'il y a. Bon. Ça peut être quoi les conséquences concrètement pour un satellite? Elles sont très variées. On peut avoir des conséquences très mineures avec une interruption de service. Ça peut être juste une charge utile qui peut dysfonctionner à un moment. Il y aura peut-être besoin de la rebooter, c'est-à-dire la redémarrer comme un ordinateur. Mais on a des exemples de pertes de satellites complets. Par exemple Par exemple, l'agence japonaise, la JAXA, a perdu un satellite en orbite basse qui s'appelait Midori. Et donc le satellite, il a été irradié par des électrons. Il y a eu un faisceau d'électrons qui a touché le satellite et qui a
détruit un contacteur entre le panneau solaire et le satellite. Donc sur le bus de puissance, on a complètement dégradé techniquement le contacteur. Donc évidemment, plus de puissance à bord du satellite, il n'y avait qu'un panneau solaire, plus d'énergie, plus de satellite. C'est quand même des phénomènes rares, mais ça arrive. Et donc vous, votre travail, c'est aussi de pouvoir protéger les satellites, mais de leur apprendre, comme vous le disiez un peu, à s'auto-protéger, c'est-à-dire à repérer quand quelque chose pourrait les mettre en danger? Voilà, c'est ça. Alors, donc ça c'est encore une fois, c'est pas 100% opérationnel. On se développe, on est en train de développer des outils un peu par analogie avec ce que fait Météo France, par exemple, sur la météo atmosphérique. Donc l'idée, c'est d'essayer de prévenir les opérateurs satellites. Dans 2 jours, 3 jours, il va y avoir un événement important. Donc surveillez votre satellite de près, faites attention à être prêt à avoir des anomalies éventuellement à bord. Donc on a un degré de précision qui s'est quand même affiné, mais on en cherche encore. Il y a beaucoup de recherches sur le sujet. Exactement, on en cherche encore. Il y a des grandes difficultés, il y a des verrous. On a un type de structure solaire, par exemple, ça s'appelle une éruption solaire. Donc on a les particules qui sont émises au Soleil vont se propager à la Terre en 1 heure. Donc vous voyez que ça ne laisse pas un horizon de prévision qui est très très long. Donc ça, c'est compliqué. On en a d'autres qui se propagent en 2 à 4 jours. Donc là, ça nous laisse un peu plus le temps de réagir. Est-ce que pour le grand public, c'est possible de consulter la météo solaire comme on le ferait avec Météo France? Tout à fait. Tout à fait. Sur les agences spatiales, que vous ayez sur les sites web de la NASA, de l'ESA, vous avez tout un tas d'explications sur ce qu'est la météo spatiale. Et puis vous pouvez consulter des prévisions de météo spatiale, par exemple. Donc vous travaillez sur les satellites, mais comme on l'a dit aussi tout à l'heure, il y a d'autres infrastructures qui sont potentiellement vulnérables à l'activité solaire. On peut parler par exemple des réseaux électriques. Je crois que c'est quelque chose dont on a aussi beaucoup entendu parler historiquement. Il y a des grands cas de catastrophes qui ont été provoqués par le Soleil. Alors tout à fait. Donc un petit peu la phénoménologie physique derrière, c'est quand on a un orage magnétique, on perturbe notre champ magnétique. Et donc dans l'espace, au-delà de la haute atmosphère, on va créer des courants autour du globe. Et évidemment, au sol, on a créé de très grandes antennes. Donc on a 2 types de grandes antennes. On a tout ce qui est oléoduc, par exemple, ou gazoduc, et on a tout ce qui est réseau électrique. Et puis malheureusement, ces grandes antennes, sur de grandes distances, vont capter les courants de l'espace. Et donc on a un exemple un peu marquant, c'est en mars 1989, il y a eu tout un tas de dégradations sur le réseau électrique au Canada, au Québec en particulier, donc où ils ont eu des transformateurs qui se sont détruits thermiquement par surtension, parce qu'ils avaient capté ces courants de l'espace. Donc vous pouvez imaginer au Canada, en mars, il fait encore très froid, et pendant 48 heures, une coupure totale de courant, ça pose quand même quelques problèmes. Alors après, on apprend quand même. Donc encore une fois, vous voyez, le dernier exemple marquant que j'ai, c'est mars 89, donc c'est pas hier. Ça commence à dater un peu. Donc on fait des systèmes de plus en plus résilients avec nos retours d'expérience. Certains pays sont plus fragiles que d'autres. La France l'est particulièrement ou pas spécialement? C'est une très bonne question. Donc cette fragilité que peut avoir un pays, ça va dépendre énormément du sol. Donc la conductivité du sol entre en jeu dans ces mécanismes. Et la France est relativement bien protégée d'un point de vue conductivité des sols français. Par contre, on a un voisin, c'est l'Angleterre typiquement, où eux, ils ont une conductivité qui est assez propice à capturer ces courants. Et donc, c'est un problème qui est fortement étudié en Angleterre. Il y a un risque qui est bien plus élevé chez eux. Donc, la météo solaire pour leur réseau électrique, c'est très important pour les Anglais. Mais du coup, on en apprend des choses aussi pour la France, j'imagine. Tout à fait. EDF est implanté en Angleterre aussi. Donc, les études qui sont faites en Angleterre bénéficient aussi à la France par ce biais-là. Tout à fait. Donc, en fait, l'idée, c'est si on sait qu'on va avoir des courants, donc des hausses de tension potentiellement, on peut baisser la puissance qu'on va produire sur le réseau. Et donc, du coup, ces hausses de tension, elles seront acceptables par le système. Donc, on peut parfaitement s'en protéger si on est prévu par la météo solaire. Exactement. D'accord. Un des risques qui est peut-être un peu moins connu, auquel on ne pense pas forcément, c'est sur le guidage des avions, parce que, en fait, il peut y avoir une influence, encore une fois, de l'activité solaire, surtout si on démantèle certaines structures qui servaient jusqu'à présent régulièrement pour guider les avions. Tout à fait. Donc, je vous ai dit un petit peu tout à l'heure que la météo spatiale pouvait interagir sur tout ce qui est communication. Et donc, évidemment, tous les systèmes de navigation, GPS, Galileo, etc., utilisent donc les communications des satellites GPS pour se localiser. Donc, si cette onde qui vient du satellite GPS jusqu'à vos récepteurs GPS est dégradée par des conditions de météo spatiale, il va y avoir une erreur de positionnement.
Alors ça, on arrive à le corriger à peu près avec les 2 longueurs d'onde qui sont fournies par les satellites GPS ou Galileo. Mais on a des exemples où on peut perdre quand même une certaine précision de localisation. Alors imaginez un avion qui atterrit au GPS. Si vous avez une précision de moins bonne que 10 mètres près, vous pouvez vous poser à côté de la piste. Voilà. Alors actuellement, les avions se posent avec un système qui s'appelle l'ILS, c'est un système local à l'aéroport. Et ça, il y a une volonté un peu internationale, c'est un peu poussé par les Américains au départ, c'est de tout faire au GPS. Donc ça veut dire qu'on ne pourrait ne plus disposer de ces systèmes locaux aux aéroports en cas de défaillance du GPS. Voilà, donc il y a des travaux qui sont faits, on essaie de s'assurer que notre système est toujours résilient, qu'on ne va pas se poser à côté quand même, ça sera embêtant. Et donc typiquement, on est en train, ou on va démanteler sous peu ces ILS, mais on pense en garder sur quelques aéroports pour avoir des solutions de secours. Encore une fois, gardez en tête quand même, la météo de l'espace c'est important, mais 80% du temps on est en temps calme, donc il ne se passe rien quand même, donc il ne faut pas non plus... C'est ce que j'allais Je ne veux pas effrayer tout le monde, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander, voilà. justement, parfois on entend ou on voit relayer sur les réseaux, sur Internet, une sorte de grande peur d'une grande tempête solaire qui bloquerait toutes nos activités. Vous y voyez-vous un fantasme, une sorte de science-fiction ? Oui, il faut pas mettre le loup dans la bergerie, il ne faut pas exagérer. Non, encore une fois, c'est 80% du temps, on a du temps calme. Des événements extrêmes, il peut y en avoir. J'estime que d'un point de vue satellite, on a traversé un événement centenal en octobre 2003. Ouais, vous voyez, on n'a pas perdu tous les satellites quand même à cette période-là. Donc finalement, on est quand même assez résilient sur nos systèmes. Voilà. Donc il faut quand même tout mettre, tout relativiser raisonnablement. Néanmoins, le Soleil a une activité, il est réglé comme une horloge en fait. Il a un cycle presque comme une horloge. C'est un cycle autour de 11 ans, c'est ça, C'est ça. Et actuellement, on est dans une phase 2024-2025, on est vers le pic de l'activité. On est en phase ascendante. Donc le Soleil a une activité cyclique. C'est à peu près 11 ans, plus ou moins un an. Donc on a des cycles qui varient de 9 à 13 ans, mais voilà, on va dire autour de 11 ans. Et donc quand on a des pics d'activité solaire, on peut avoir potentiellement plus d'événements de type météospatial. Et donc là, à l'heure actuelle, on est à peu près un an et demi du prochain maximum solaire. Donc on est en phase ascendante de cette activité. On est quand même, d'un point de vue des prévisions, sur un petit cycle. Voilà, donc le cycle dernier qui a fait 2008, 2018, 2019 était un cycle d'activité faible. Celui-là devrait être relativement faible. Par contre, le suivant, on s'attend à un cycle bien plus fort. Voilà, il y a une deuxième périodicité solaire. Donc vous avez à la fois une vision très longue sur cette météo solaire et puis le besoin d'avoir une vision à court terme. Et oui, il y a une vraie analogie avec la météo, c'est-à-dire qu'il faut qu'on pense aussi climatologie, c'est-à-dire que quand vous faites du design de systèmes spatiaux pour les 15-20 prochaines années, il faut anticiper ce qui va se passer à ce moment-là. Et là, on ne parle plus de météo, on parle de climatologie. Il y a vraiment une analogie parfaite, quoi. Il y a un autre domaine terriblement stratégique qui s'intéresse à l'activité solaire, ce sont les armées, les militaires. C'est important de savoir en fait décrypter l'activité solaire pour pouvoir discriminer avec une attaque par exemple, savoir si c'est un phénomène naturel, une attaque étrangère. Alors tout à fait, donc on entend de plus en plus, je vais être prudent, dans la presse, qu'il y a une militarisation de l'espace qui se produit depuis quelques années, on le constate. Donc ça veut dire qu'il y a un risque accru pour nos systèmes spatiaux, qu'ils soient même civils ou défense. Et donc à un moment donné, si vous avez un dysfonctionnement sur votre satellite, il va falloir être capable de discriminer une agression naturelle, météospatiale, d'une agression intentionnelle. Voilà. Et donc évidemment, dans ce contexte-là, qui est de plus en plus tendu, il devient capital de connaître la situation spatiale pour tous nos satellites, et en particulier nos satellites défense. Donc il y a un enjeu. Donc comment ça se passerait concrètement ? C'est-à-dire que vous pouvez, en temps réel, donner une information, il y a accès à cette information ? Comment ça se... Voilà, tout à fait. Donc côté défense, donc au CDE, donc commandement de l'espace, donc ils ont un premier outil de météo spatiale et actuellement on est sollicité par la défense pour développer cet outil, être de plus en plus précis, avoir une restitution autant que possible réaliste donc de la situation spatiale. Est-ce que sur ces dernières années, il y a eu des innovations ou des avancées qui vous semblent particulièrement importantes à souligner sur la météo spatiale ? Alors oui,
il y a de grosses avancées parce que c'est une activité qui est fortement soutenue, que ce soit par l'Agence nationale de CNES, mais surtout par l'ESA. Il y a un vrai programme qui s'appelle, il s'appelait Space Situational Awareness à l'époque, et maintenant il s'appelle Space Security Programme, où il y a des budgets conséquents pour progresser dans cette science et proposer des outils opérationnels, donc pour tout un tas d'utilisateurs, que ce soit pour les réseaux électriques, que ce soit pour les satellites, pour les communications par exemple. Donc, tous ces points-là sont traités. Pas tous matures, mais on avance. Justement, quelles sont encore les limites, disons, celles sur lesquelles vous, en tant que chercheur, tout au long de votre carrière, vous avez travaillé sur le sujet, où vous vous dites, moi, je voudrais voir ces obstacles, ces limites disparaître. Ce seraient lesquelles ? Il y a la physique solaire, encore une fois, c'est une science qui a 20-30 ans, donc on apprend encore beaucoup. Le Soleil, évidemment, on ne peut pas trop s'en approcher pour mieux le comprendre, mieux le mesurer, mieux l'observer. Donc on a toujours des diagnostics à distance. Donc là, de ce côté-là, il faut bien comprendre la phénoménologie. Je vous disais, l'éruption solaire, les particules se propagent en 1 heure. Donc ça, c'est une fois qu'on l'a vu se déclencher au niveau du Soleil. Mais il faut comprendre ce mécanisme de déclenchement en avant pour augmenter notre horizon de prévision. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est le transfert d'énergie entre le milieu interplanétaire et le système terrestre. C'est quelque chose de très compliqué, il y a une physique très complexe, c'est la physique des plasmas, en présence de champs électromagnétiques. Donc il y a encore quelques progrès à faire en ce sens-là. Et ensuite, pour restituer l'environnement et le prédire, il faut avoir des mesures un peu réparties dans l'espace. L'espace, c'est un peu grand. Pour pouvoir déployer des outils d'assimilation de données comme Météo France pour faire une bonne restitution. Et si on a une bonne connaissance de l'état présent, on aura une meilleure prévision de l'avenir. J'imagine qu'il y a d'énormes coopérations sur le sujet au niveau européen, au niveau international. Alors oui, parce que la météo de l'espace, ce n'est pas le problème d'un seul État. Vous l'avez compris, c'est global. C'est ce qui se passe tout autour du globe. Donc ça ne peut pas être un seul État qui se lance là-dedans. Donc s'il y a beaucoup de coopération, les systèmes spatiaux, ça coûte quand même cher donc pour faire de la mesure. Donc oui, il y a énormément de coopération. L'ESA et la NASA travaillent de concert sur ces sujets aussi, évidemment, sur les missions notamment. Très bien. Sur les histoires dont on entend parler à propos justement des satellites et des perturbations liées au Soleil, récemment on a entendu Elon Musk qui aurait perdu un bataillon de satellites liés à l'activité solaire. Vous vous dites c'est pas exactement ça en fait. On a mis sur le dos du Soleil quelque chose qui n'est pas forcément... Voilà, alors ça c'est mon opinion, mais voilà. Donc Elon Musk sur sa constellation... il fait une constellation de 13 000 satellites, donc c'est quelque chose d'énorme, et de communication basse altitude. Donc lui, son modèle économique, c'est de faire des satellites le plus bas coût possible pour en avoir un très grand nombre. Donc au niveau design, ils sont vraiment sans marge. Donc il y a un peu plus d'1 an, il a lancé une batterie de satellites, il les lance par 40, à peu près entre 40 et 60, et il les libère à très basse altitude. Au cours de ce lancement, il a eu une alerte de la NASA comme quoi il y avait un phénomène solaire qui venait impacter la Terre. Donc il s'est dit, OK, mes satellites à 250 km, je ne vais pas allumer les propulseurs pour les pousser sur leur orbite définitive. Donc il a attendu. Et malheureusement, en attendant, à 250 km, le freinage atmosphérique a ralenti les satellites et ils sont descendus. Donc il a attendu 2-3 jours. Le problème, c'est qu'au bout de ces 2-3 jours, il n'avait plus assez de puissance sur ses propulseurs pour remonter les satellites et les amener en orbite finale. En conclusion, les satellites sont perdus. Alors s'il n'avait pas eu d'alerte météo, il aurait poussé tout de suite, il n'aurait pas perdu ses satellites. Donc pour moi, c'est un faux problème météospatial. C'est juste que dans son modèle économique, il ne veut pas surdimensionner ses satellites. Et puis, à cause de ça, il est ric-rac et puis il en a perdu une quarantaine. Mais il aurait fait des satellites traditionnels. Il aurait eu de la marge, il aurait poussé ses satellites, il les a ramenés à poste. Et il aurait pu en faire aussi, qui serait équipé, comme vous le disiez, de méthodes pour repérer l'activité solaire et s'en protéger. Par exemple, tout à fait. Bon, le temps passe très vite, donc je vous propose, si vous le souhaitez, de nous poser les questions sur ce sujet passionnant. On va vous distribuer un micro dans la salle. Est-ce que ça va marcher? Mettez-vous debout, rentrez dans la lumière et dans l'espérance. Bonjour, j'entre dans l'espérance. Merci pour cette super discussion. Vous avez parlé tout à l'heure d'un événement centenal
qui a eu lieu en octobre 2003. Il n'y a pas eu de gros soucis sur les satellites. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus, s'il vous plaît ? Si, on a quand même vu des effets sur des satellites. Alors, on n'a pas perdu de satellites complètement, hein, mais on a répertorié 47 satellites qui ont été perturbés par cette activité. Alors, après 47, il y en a peut-être beaucoup plus. Il faut savoir que le spatial, c'est un milieu qui est très concurrentiel d'un point de vue industriel et que, par définition, les satellites sont parfaits. Donc, on n'entend pas toujours parler d'anomalies à bord. Voilà, donc par contre, on a 47 événements qui ont été répertoriés, effectivement, où il y a eu des perturbations, interruptions de service. Voilà. C'est soit le Soleil, soit les Russes. Pareil, ouais, voilà. Ouais, on a des bonnes cibles. Monsieur, on va vous donner un micro. Comme on veut. Ah, si vous êtes déjà muni du micro, allez-y, et ensuite ce sera monsieur. Je sais pas si... On vous entend, on vous entend. Vous m'entendez, c'est le principal, voilà, là il fonctionne. Donc merci beaucoup. Sébastien, moi je travaille à l'IAS dans la vallée, et donc je suis là, sur la partie solaire, observation du soleil depuis... Donc j'ai des questions, c'est plus la partie complémentaire de l'observation du soleil, et la science du soleil elle-même, elle date de plusieurs siècles. C'est la météo de l'espace, c'est les relations soleil-terre qui effectivement sont une science plus récente, comme tu l'as bien dit. J'aimerais signaler que les risques du soleil sur la Terre, c'est un des 5 risques majeurs qui ont été identifiés. Alors, je ne sais pas si c'est par les Américains ou à un niveau plus global. Et donc, un des 5 risques majeurs sur l'humanité, en fait. Et en conséquence de ça, le Congrès américain a voté il y a quelques années une loi qui dit qu'il faut maintenir la sonde SOHO, une des sondes dont tu parlais tout à l'heure, qui est au point de Lagrange L1 et qui observe le Soleil 24 heures sur 24, il a dit tant qu'il y a un coronographe à bord, le coronographe LASCO, eh bien, on maintient SOHO en vie. Et ça fait 27 ans que SOHO est en orbite, et c'est fantastique, quoi. Bon record. J'aimerais que peut-être tu dises un petit mot sur les applications, sur les transports intercontinentaux, sur des choses, pas simplement les satellites, mais aussi sur sur d'autres applications terrestres. Merci. Oui, tout à fait. Alors, on a un autre impact que j'ai pas précisé là, c'est on a des niveaux de radiation dans la haute atmosphère, dans l'atmosphère, qui peuvent évoluer, être un peu accrus pendant des événements solaires majeurs. Et ça peut affecter les vols intercontinentaux, surtout les vols polaires en avion. Donc, par exemple, quand vous passez d'un continent à l'autre, européen vers américain, vous allez passer un peu vers les hautes latitudes. Donc là, c'est des régions où on peut avoir des niveaux de radiation légèrement plus élevés sur avion. Donc il faut savoir que les personnels navigants, ils ont un suivi, ils ont des dosimètres pour avoir un suivi sur les doses reçues. Voilà. Alors, je peux faire une petite anecdote. Plus on est haut en altitude, plus cet impact sur les radiations va être accru. Et donc, à une époque, on avait un magnifique avion qui s'appelait Concorde. Et donc, lui, pour aller vite, il allait plus haut, pour avoir un peu moins de densité atmosphérique, de freinage. Et on faisait des vols polaires, effectivement, à assez haute latitude. Donc, sur Concorde, on avait une mesure temps réel des radiations. Donc, il y avait une alarme. Et cette alarme a été levée quelques fois sur quelques vols. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une alarme ? Il faudrait descendre en altitude pour réduire ces radiations. Mais en Concorde, il fallait choisir. Si vous descendez, vous n'arrivez pas à l'aéroport cible. Voilà, il n'y a pas assez de carburant. Donc, c'est au choix. Voilà, c'est une petite anecdote. Bon, on va s'irradier alors. Tant pis. Bon, après, on arrivera un peu plus bronzé à New York. Mais... Voilà. Donc, pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est des niveaux qui sont faibles. Hein. Ça peut être un niveau d'un scanner, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas non plus dramatique. C'est plus embêtant pour le personnel navigant qui est en permanence dans un avion, quoi. Voilà. Monsieur, votre question. Bonjour. Merci beaucoup pour ce dialogue très informatif. J'ai une question qui essaie de relier l'activité solaire et la crise climatique. J'ai entendu parler des projets qui essaieraient d'atténuer les effets de la crise climatique via la modulation de l'activité solaire. Alors, certains de ces projets me semblent à peu près semblables, comme la géoingénierie solaire en disséminant des matériaux réflectorisants dans l'atmosphère, à des projets qui me semblent un peu faramineux, tels les Star Wars des Reagan des années 80, tels des boucliers ou des miroirs dans l'espace pour réfléchir la lumière solaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci beaucoup. Alors, je ne suis absolument pas spécialiste du climat et du lien entre l'activité solaire et le climat. Ça, c'est une autre science. Par contre, ce que je peux dire, c'est si vous déployez des objets qui vont réfléchir au niveau de l'ionosphère ou quoi, au niveau communication, ça ne va pas être le top. Hein, ça ne va pas le faire. Une autre question, monsieur.
Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Alors moi, je découvre totalement le sujet, je ne suis pas du tout dans ce domaine-là. Et donc, je me posais une question par rapport au cycle solaire que vous avez évoqué tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que le Soleil, qui a des milliards d'années d'existence, a des cycles d'activité et surtout qu'ils soient aussi courts que 11 ans? Alors, j'ai pris quand même quelques raccourcis. Au niveau de la science, pour un puriste, le cycle exactement, il est de 22 ans. En fait, c'est le magnétisme du Soleil qui est là derrière. Hein, donc on a une dynamo solaire qui va faire qu'on a une activité magnétique elle-même du Soleil qui va être à ces fréquences-là. Voilà. Donc c'est très exactement, c'est 22 ans. Donc tous les 11 ans, la polarité du champ magnétique du Soleil s'inverse. Pôle nord, pôle sud magnétique, ils vont s'inverser tous les 11 ans. C'est pour ça que nous, on voit quelque chose à 11 ans. Mais d'un point de vue du puriste scientifique, c'est 22 ans. Voilà. Mais l'origine, c'est le magnétisme. Cette échelle de temps aussi énorme. Et donc, il y a des modèles. Alors, j'ai des collègues au CEA qui travaillent spécifiquement là-dessus. Hein. Ils modélisent le cycle solaire. Donc, je vois qu'il y a un spécialiste solaire qui est un peu au-delà de mes compétences. Mais ouais, alors, on va vous donner un micro pour que vous précisiez. Est-ce qu'on peut donner un micro à monsieur ? Merci. Oui, alors la question, effectivement, si on avait la réponse, on serait tous très contents. Mais à la question, comment est-ce possible que ce soit si court, déjà à l'échelle de l'étoile? Mais déjà, la rotation du Soleil elle-même, qui joue beaucoup aussi, c'est un couplage rotation et magnétisme, et avec la convection, les mouvements de convection. La rotation du Soleil, elle est à peu près de 30 jours. Et elle est différentielle en latitude, c'est-à-dire ça tourne plus vite à l'équateur, en 27 jours à peu près, qu'au pôle où c'est à peu près 30 jours. Donc ça, c'est déjà une échelle de temps humaine, on va dire. Et donc ce couplage, ça fait qu'effectivement, ça arrive à des échelles qui sont mesurables, et puis tant mieux pour nous. Même si c'est mesurable, mais quand on attend le cycle suivant, c'est 11 ans ou 22 ans d'attente. C'est un peu long, mais à l'échelle d'une carrière humaine, ça va. Faut que ça coïncide juste un peu avant la retraite pour les dernières infos, les dernières datas. Est-ce qu'on a une question, monsieur ? Oui, si Elon Musk avait allumé le moteur de ses fusées, quel aurait été l'impact sur les satellites? Est-ce qu'il y avait un impact fort, le fait qu'il ait décidé de prendre une mauvaise décision et de les perdre? Est-ce qu'il aurait mieux valu qu'il les allume? Moi, je pense qu'il aurait mieux valu qu'il les allume, tout à fait. Parce que le fait que ces satellites descendent un temps soit peu, ils se retrouvent dans des densités atmosphériques de plus en plus élevées. Donc pour faire remonter le satellite, il faut pousser d'autant plus fort. Donc il aurait poussé tout de suite, je pense qu'il les aurait sauvés, tout à fait. C'est l'exemple typique, par exemple, de ce que pourrait être une fausse alarme de météo spatiale. Ça a des impacts, c'est important. Ouais. Mais ça veut peut-être dire que finalement, cette énergie solaire, enfin cet impact solaire, il n'est pas si fort que ça. Alors, il y a des cas où il peut être très fort quand même. Attention, c'est très graduel. On parle d'événements extrêmes, des fois, qui peuvent être assez conséquents. J'ai un exemple, mars 1991. Il y a eu un orage magnétique très violent, donc une structure solaire vraiment conséquente qui est venue impacter la Terre. Et vous le savez, on a des radars qui suivent les objets dans l'espace, notamment les satellites pour éviter les collisions, pour le Space Traffic Management par exemple. Et lors de cet événement, les densités atmosphériques ont été fortement modifiées et les radars qui suivent ces objets ont perdu 1000 objets à peu près sur l'événement. Voilà. Donc vous vous rendez compte, il faut attendre les orbites suivantes de ces objets, arriver à les retrouver, les redécrire et réassigner tel satellite à tel paramètre orbitaux qu'on détecte depuis le sol. Donc là, ils avaient perdu 1000 objets, donc c'est conséquent. Voilà. Voilà. Complètement. Dernière question rapidement, monsieur. Oui, bonjour, merci pour la conférence. Et je voulais savoir à quel niveau vous étiez touché dans vos modèles de prévision par le fait qu'on soit dans la météorologie, donc qu'on subisse des systèmes chaotiques. Est-ce que ça rentre en compte dans vos modèles ou pas du tout? Alors, nous, on regarde, mon équipe, on regarde spécialement l'évolution de flux de particules au niveau des orbites de satellites. Pendant un événement solaire, on a les flux de particules qui peuvent évoluer d'un rapport de 1 à 1000, voire 10 000 dans des cas vraiment très très forts. Voilà. Donc c'est quelque chose de très violent. Alors ces fluctuations, c'est sur l'ordre de quelques heures quand même. Voilà. Là où il y a une très grande difficulté physique, c'est vraiment sur l'interface entre milieu interplanétaire et système terrestre. On a de la turbulence, on a des conditions de couplage qui sont relativement complexes. Et là, on n'a pas gagné encore. Merci encore Sébastien Bourdary, on vous applaudit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un grand merci pour vos questions fort pertinentes. Pour notre dernière session de la matinée, on va s'intéresser dans quelques instants au quantique, le temps dans un ballet élégant, cher public, de laisser place aux nouveaux entrants, celles et ceux qui ont réservé cette session. À tout de suite.